Some very topical course sessions we've just seen. Yeah. Now, the internet continues to change people's lives in so many ways. Important thinking in that session about Hmm. supporting a cyberwise generation to get the best out of it while keeping safe and protecting our well-being. No, that's so true. Like in this modern day and age, every young person needs to know how to be safe in that online world. And it's so great that the AHA 2.0 guidance has been launched today at this global forum, especially with so much youth engagement going into that guidance. No, 100%. So let me tell you what we have to look forward to in the next hour. We are going to see some more amazing newsreel from our 1.8 reporters. And our core sessions are actually about mental health. So that's all about youth leaders breaking the silence. And I think that's so, so, so Oh, important. 100%. I mean, did you know that poor mental health outcomes now affect 1 in 7 young people globally? Wow. That's shocking. This session is going to look at how youth are shaping effective services for a brighter future. Or you can join a session on communicating the non communicable, how marketing policy can really protect young people from disease. So, NCDs are the leading cause of death and disability worldwide, and that is a big concern within my region of the Americas. So, this really is a chance for us to add our voice. This call for government commitments to regulate harmful marketing practices which make things worse. All life-saving and really important stuff. But first, let's hear from an incredible mental health activist, Meg Zinat Wamithi, who has a powerful story to tell. We'll see you later, guys. For 1.8 billion young hearts, we are one. Hi, wonderful people. My name is Meg Zinat Wimithi, and I'm a global mental health leader and educator from London, but also the proud founder of MyMapper, which is a global education company that provides young people just like you with the tools, resources to live mentally healthy lives. My team and I are on a very tough mission at the moment to try and ensure that 1 million young people across the world have access to basic mental health education. So thank you so much for being along on this journey. Why is today so important, and why am I so excited to be speaking to you all at this year's Global Forum for Adolescents? Well, because there's 1.8 billion of us. There is, in fact, 1.8 billion young people across the world. And within that, 1.2 of us have been bold enough to say that mental health and well-being needs to be at the top of the agenda. And from me to you, I couldn't agree more. We all have mental health and we all need to start doing something about it. And within there, it's about time is of the essence, not tomorrow, not yesterday, but today. As it currently stands, mental health is the second biggest killer for young people aged 15 to 25. That is, in fact, out of all of you, out of all of the classes that you might sit in, 1.6 of us will be suffering in silence with a mental illness. And this is why we need to do something about it. But before I end up talking a little bit about my story, because that's where it started for me, I actually just wanted to say a massive thank you, and actually that I'm so proud of you all. I'm so proud of each and every single one of us, whether you are there in person, you are streaming online, or will tune into this afterwards. It's not easy to be bold, courageous, or radical enough to stand up for the things that we believe in. And I truly believe that our generation is going to be the one that changes the world. It's not just about talking about the changes that we want to see, it's about being the change that we want to see. So thank you for showing up today. And I just can't thank you enough for all the work that you have done to this point, but that will do moving forwards. So why Meg? Why am I here today? Why does mental health and well-being mean so much to me? Well, when you look at me, do I look like someone that has a mental illness? Probably not. When you look at me, do I look like someone that survived suicide? Probably not. And that's the thing. Mental health has no face. It's a silent killer. Unless we speak about it, no one really knows the silent battles that other people are facing. And for me, mine started when I was only 13 years old, and my story is not unique. When I was 13, I was diagnosed with severe depression, anxiety, anorexia, and paranoia. Sadly, by the time I was 14, I had my first suicide attempt. And by the time I was 16, I had my second. I had my last suicide attempt when I was 20, actually on my 20th birthday, where I was rushed to hospital when I was sectioned. And it wasn't until that 20th birthday and me being at the point of crisis that I finally received the support that I needed.
And the thing is, I feel like I'm one of the lucky ones. And I think it is my duty to do more, to shout about this, because there's not a lot of people that are proactive enough and feel confident enough or safe enough to talk about it. Right now, at the age of 25, I'm a proud navigator, I would say, of borderline personality disorder, social anxiety, and also as a recovering anorexic. And whilst it may feel scary to talk about my mental illnesses are my superpower, and I wouldn't change them for anything, because at the core of it, the only person that can stigmatize me is me. And therefore, I'm not going to do it anymore. I'm proud. I'm proud of my mental illnesses. I'm proud of everything that I've gone through, because I think I wouldn't be Meg today. My story with Mind Mapper started with me just sharing my story. And it can for you too. It's as simple as that. It's being bold enough to be vulnerable and realizing that that's a strength. But I do have some takeaways for us all today. So once you finish this forum, what can you do? What can you take away? Here are my top tips. Number one, don't just be comfortable having a seat at the table. Build your own. One of my core mentors said, if you're not at the table, you're on the menu. And I feel like for so many of our young people, our voices go unheard, or we're just a tick box exercise. We're always on the menu. And I think the big thing that I really decided with Mind Mapper, I didn't just want to have conversations about change. I wanted to be the change. So instead of being comfortable just having a seat at the table, I built my own, and I invited other young people along on that journey. So think about it for yourself. Who can you collaborate with? Who can you bring involved in the work that you're doing? Number two, and I think number two is a really, really, really big one, which is use your personal story to fuel you. Your story is so powerful, and so many people want to hear from it. So please find safe spaces to talk about it. And actually, a reminder for me to you is always, for all those people, because it has been difficult, definitely been difficult, for all those people that made you feel uncomfortable about opening up, there are 100 people that will make you feel so proud that you spoke up. So it's about finding your tribe. Connect with everyone who's joined the forum, share, meet new people. But when you find your tribe, you'll feel so much more confident with your story. Number three, it's absolutely okay not to be okay. You know, there are seasons that we come in life, and I might seem really confident now, but I do have those times as well that I still struggle, that I feel like I'm going back to old habits, that I need help, and that I actually reach out. So if this is you and you're not going through a great time at the moment, just remember that this too shall pass. And actually, that it's absolutely okay to not be okay right now, and to take your time. You know, getting better, needing support, needing help takes time. Number four. Is it number four? Number three? Number four. I think it's number four. But I think the big thing for me is, don't focus on changing the world. Focus on changing your world. It will feel like there's a mountain of problems that you need to solve. I remember when I first started Mind Mapper, I was just like, I just want to change everything. And actually, it's counterproductive that way. I started thinking about how I can change my world, the things that I can see around me, my schools, my universities, my workplaces, my friendships, my relationships, my peers, on social media. Doing the small things daily leads to big change. Think about doing the small things consistently, and I promise you the rest will just be like a snowball effect. And finally, find what motivates you. For me, it's that 13-year-old girl, 13-year-old Meg, who never ever thought that she'd make it to her 18th birthday, who's now had the privilege to talk to all of you. Remember that we don't do things alone, and that it's about collaborating and partnering with others. I really do hope that you enjoy the rest of the forum. Let's connect. I've been Meg, and this is Goodbye from London. I'm so proud of us. Let's ensure that our voices matter, but that everyone knows that our minds matter too. See you later. For 1.8 billion young hearts, we are one. Hello everyone. Bonjour tout le monde, At the Global Forum for c'est sur la santé mentale
Et c'est vraiment un honneur d'avoir les personnes qui sont là dans notre réunion. Je suis Maria Nascimento, je viens du Brésil et depuis 5 ans déjà, je travaille avec les communications et à partir et en Amérique latine et je suis très heureuse de travailler dans cette université d'Amérique. Et maintenant, nous allons donc parler sur la santé en général et la santé mentale. C'est vraiment une bonne décision d'être là. Et maintenant, ces leaders jeunes sont là pour nous parler et nous offrir leurs pensées sur cette question. Nous allons avoir donc Traim Milagrosa, Sonia Rancho, David Jensen, Dula, et donc ils vont nous présenter leur perspective unique sur la santé mentale. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que si jamais vous avez des questions, vous pouvez donc écrire à droite de votre écran et comme ça, nous pourrons répondre à ces questions après. Et je voulais vous montrer aussi une vidéo assez brève sur ces jeunes voix du monde entier. La santé mentale est un état d'équilibre entre le corps, la pensée et l'esprit. C'est avoir les outils pour faire face à ce qui nous arrive. C'est psychologique et c'est le bien-être social aussi de la personne. Cela a à voir avec nos sentiments et le fait de pouvoir les démontrer de façon équilibrée. C'est nous-mêmes à prendre soin de notre santé mentale. Cela veut dire que je suis à même de pouvoir avoir cette santé mentale, prendre soin de ma santé mentale. Il ne faut pas oublier que la santé mentale a une composante de la communauté en général. Donc, tous les acteurs sociaux ont un impact direct sur la santé mentale. Être des agents de change dans notre société et nous devons augmenter notre prise de conscience sur ça. Savoir qui, où et quand chercher de l'aide. Et là, nous devons être traités et faire partie des programmes et devenir des agents de change. Il faut toujours continuer à apprendre et être informé sur ce qui est la santé mentale et chercher à avoir les outils nécessaires. Les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales et la société civile en général doivent être les gardiens de cela. Merci à tous les participants et à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et maintenant, nous allons entendre notre collègue d'Amérique latine et qui va nous parler de ces conditions de soins envers la santé publique. Et donc, comment est-ce qu'on peut lancer ces initiatives? Sonia, je vous donne la parole maintenant. Greetings to the UNICEF representatives and
Et donc, je souhaite la bienvenue à la représentante de l'UNICEF. Donc, nous parlons maintenant de la santé globale, mentale pour les jeunes. Et là, je représente le réseau de jeunes gens indigènes d'Amérique latine et des Caraïbes. Les peuples indigènes voient la santé mentale comme quelque chose qui va au-delà des désordres physiques. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'organisme, le corps et l'esprit. Et c'est pourquoi plusieurs communautés croient qu'il faut trouver cet équilibre. Et c'est cet équilibre qui indique qu'une personne est en une bonne santé. Il y a plusieurs stigmes par rapport à la santé mentale. Et les gens pensent que cela a à voir avec la folie en général. Mais le manque d'information est terrible. Il ne faut pas généraliser sur la santé parce que si on ne fait pas cette différence, on est en train de ne pas prendre en considération les caractéristiques de chaque peuple. Il y a des pratiques qui font partie de leurs habitudes. En plus de la couverture du système mental, dans le cas d'une personne qui indique des problèmes mentaux, cette personne doit quitter leur communauté. I'm sorry, not receiving the audio right now. Là, je n'écoute pas le son. Le son a été coupé. Ce sont des expressions de leur langue qui ne peuvent pas nécessairement être traduites à 100%. Nous devons inclure les communautés autochtones et créer pour traiter de la santé mentale. Parce que nous sommes toujours exposés à ces circonstances. Nous sommes discriminés et les Nations Unies, les nations qui font partie, qui sont membres des Nations Unies, ont cela. Cela a une influence directe sur la santé mentale. Et la plupart des femmes dans les pays industrialisés, entre 20 et 40% dans les pays en voie de développement, ont des problèmes de dépression, soit pendant la grossesse, soit après la grossesse. Et cela est encore plus difficile parce qu'il n'y a pas d'informations fiables. Et cela peut amener ces femmes à boire et à prendre des drogues comme une option. Donc, il n'y a pas d'attention à la santé. Et cela fait que ces femmes aient les mêmes problèmes que la population en général. Merci beaucoup. Et maintenant, vous pouvez passer la parole à
Tega Brown. Ah, c'est si bien. J'ai 21 ans, je suis chercheuse avec l'Institut et je trouve que cette initiative est absolument impeccable. Donc, et c'est très bien d'être là ici avec vous maintenant et pour parler justement de la santé mentale. Je crois que c'est justement le point parce que la santé mentale est liée à nos cultures et aux choses que nous aimons dans nos religions en général, aux gens qu'on aime. Et la culture est quelque chose de très important. Et dans plusieurs pays et dans plusieurs cultures différentes, il est important qu'on puisse nous identifier dans les façons dont on participe à tout cela. Il y a plusieurs débats dans les pays occidentaux du point de vue médical. Qu'est-ce que c'est exactement la santé mentale? Il y a plusieurs initiatives différentes de la part des jeunes qui montrent quels sont les espaces que nous voulons et ils savent très bien qu'il faut commencer à participer pour justement et c'est comme on l'a entendu de la part de Sonia. Non seulement demander pour d'avoir de l'espace, mais il y a donc c'est tout ce débat entre les jeunes qui participent dans leur propre culture pour parler de la santé mentale, ce qui est quelque chose qui est très important. Donc, nous avons des jeunes qui en parlent, nous avons et c'est plusieurs groupes qui échangent des idées et cela, on trouve dans tous les pays et maintenant, on commence à discuter la santé mentale et cela arrive partout. Et c'est quelque chose qui est là depuis quelque temps et qui est ignoré tout à fait. Tout le monde, pas seulement les jeunes, mais tout le monde doit participer à cette discussion sur la santé mentale. Quels sont les besoins, quels sont les soins et quelles sont les ressources qu'on peut employer. C'est ça qu'on va entendre maintenant. C'est pas seulement une lutte, c'est pas seulement sur la maladie ou sur les gens qui sont malades, mais sur ça touche tout le monde. Et comme je dis déjà, c'est quelque chose qui arrive partout et qui touche directement les familles, les amis, les écoles en général aussi. Et je suis très contente d'être là et de pouvoir participer à cette réunion. Merci beaucoup. Peut-être il y a des questions déjà. Et donc, nous avons la plateforme des questions et réponses. Et voilà. Et maintenant, nous allons donc entendre David Johnson qui va nous parler de façon d'adresser et de lutter contre le stigme concernant la santé mentale. Et David, vous avez la parole. Et jusqu'à maintenant, Mariana, et c'est quelque chose de très bien et je trouve ça formidable. Je suis David Johnson, je suis le président de la Mental Health Advocate.
notre point de vue, touche la région des Caraïbes et pour offrir des services, pour aider les jeunes et aussi évaluer le niveau des problèmes que nous avons chez nous. Et nous avons sans doute les mêmes challenges que vous trouvez ailleurs. Nous avons aussi des conceptions, des préconçus. Et non seulement il y a cette question du manque de connaissances dans les écoles, par exemple. Évidemment, pour traiter de cette question, et il faut aider les jeunes et chercher à avoir des solutions sur ce qu'on peut faire. Et donc, pour commencer, il y a la question du stigma. Nous savons très bien, il y a cette question. Et c'est pas parce que les gens ne savent pas comment traiter cette question, mais bien parce que le monde a beaucoup changé depuis quelque temps. Et donc, il faut trouver une façon d'en parler. Et nous travaillons avec des organisations, des jeunes en général, avec des groupes religieux et aussi d'autres organisations de la société civile pour protéger le droit à la protection. Et donc, quand on parle de ces supports et de ces conversations, et nous essayons d'aider les gens à voir une autre vue sur leurs expériences, parce que ce sont ces expériences qui sont prises en considération pour les aider et aussi les aider à faire face à ces positions envers la santé mentale et essayer de changer la communauté, la mentalité des gens. Et donc aussi, il faut essayer d'aider les gens et les aider à comprendre que la santé mentale est un droit universel. Et je crois que pour beaucoup de gens, il s'agit d'un sujet très bizarre et que ce sont seulement les gens d'une certaine classe sociale qui ont ce problème de santé mentale. Mais donc, et le plus prendre comme une donnée la question de la santé mentale, changer notre point de vue et faire en sorte que les jeunes puissent parler d'eux-mêmes. Et aussi, une autre solution, c'est vraiment souligner la question de l'inclusion des jeunes et la consultation des jeunes. Nous essayons de vraiment les prendre dans nos groupes de conversation, comme par exemple dans le groupe Coalition de la santé des Caraïbes. Et aussi, hier, nous avons célébré notre première année de vie. Et nous voulons donc présenter nos points de vue à nos leaders en général. Et nous avons aussi lancé le réseau de la santé mentale des Caraïbes pour mettre en place les solutions. Et nous travaillons maintenant avec cette coalition pour déterminer quelles sont les ressources qu'on peut offrir, quelles sont de façon à ce que les jeunes n'aient pas à se soucier sur comment est-ce qu'ils vont avoir accès à cela. Donc, on peut avoir
la détermination de faire des choses, d'aider même que ça soit un très petit. Merci beaucoup. Merci. Nous avons vraiment une façon de relier cela, ce que vous avez dit. On y reviendra à la fin. Bonjour tout le monde. Je veux continuer avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et mon action pour participer de cet événement, c'est que je voudrais souligner justement la présentation de Mike et d'autres leaders qui ont été considérés comme des plateformes pour les leaders de jeunes. Et l'idée de cette session est justement de voir quel est notre objectif réel et de donner de l'automatisation aux d'autres parties prenantes. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire maintenant participer, vous donner d'une façon qui ait un sens pour vous. Je vais parler maintenant mon expérience de ce qui est à l'avant-garde des mouvements au Vietnam. C'est un pays où il y a très peu de politique sur cela et surtout sur la santé mentale, ainsi comme beaucoup de mauvaises pratiques médicales et de discrimination et des thérapies de conversion au Vietnam. Je parle ici de mon expérience. Il parle ici de la mobilisation à tous les niveaux et j'ai été privilégiée, j'ai été heureux de m'organiser et d'avoir découvert justement c'est une plateforme LGBTQ au Vietnam qui avait un impact vraiment. Et tous ces deux événements ont vraiment culminé dans le fait que nous avons eu des parties prenantes à divers niveaux qui ont exprimé leur engagement par rapport au sujet de LGBTQ et de la santé mentale qui était sous-représentée au Vietnam, ainsi que les droits de l'homme. Et j'ai cherché justement et j'ai vu que les leaders de jeunes âgés comme moi, on avait cette possibilité de s'exprimer d'une façon qui serait représentative pour chacun et pour tous et de participer de la prise de décision. Nous travaillons justement sur ces choses qui ont un grand impact sur mon pays et l'idée est de représenter les jeunes qui sont sous-représentés maintenant. Et c'est pour cela que nous organisons ces réunions, ces événements qui, comme vous pouvez le voir, ont beaucoup de jeunes qui participent. Et nous participons et partageons nos expériences de santé mentale, ainsi comme les discussions, des stratégies, un plan pour tous comme vous. Et nous essayons de mener cela à un niveau beaucoup plus haut en atteignant le gouvernement, les chercheurs, les Nations unies et des mouvements basés sur les communautés. Et nous nous réunissons au Vietnam sur le réseau de santé mentale, et comme l'a dit Marianne, dont on a parlé ici, les personnes qui participent de divers niveaux et disciplines, comme le gouvernement et la communauté, se rencontrent, font la défense des plateformes et participent justement pour travailler et défendre la santé mentale. Le secrétaire s'identifie également avec cela et ces questions LGBTQ. Et je voudrais souligner le fait que le leadership de personnes qui ont beaucoup d'expérience est extrêmement important et c'est extrêmement important également de défendre des plateformes pour les personnes qui sont marginalisées. Et je continue de vous faire appel à ce que vous continuez les actions et aux jeunes leaders. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Viet, vous pouvez voir que nous avons des expériences
de plusieurs disciplines et de plusieurs pays qui apportent dans la réunion plusieurs questions et plusieurs expériences. Et nous allons bientôt commencer finir notre séance ici. Je voudrais voir si on peut avoir maintenant Julia pour la dernière partie et Santiago pour la dernière partie de cette séance. Julia, est-ce que vous pouvez partager votre expérience du centre de leadership et nous pourrons en Argentine et nous pourrons discuter également les résultats des mouvements pour la santé mentale en Argentine. Et Santiago va nous donner une vision justement de la santé, de la réunion sur la santé mentale qui a eu place la semaine dernière en Argentine. Merci. Julia, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous ne pouvons pas entendre Julia. Oui, ça va maintenant. Vous pouvez m'entendre? Bonjour tout le monde. Bon après-midi, bonsoir, et où que vous soyez. Et ces questions, ces réunions nous permettent justement de penser collectivement aux stratégies pour la santé mentale dans le monde. Je suis Juliane, j'ai 20 ans, je suis une fonctionnaire public dans les politiques pour les jeunes et nous pensons stratégiquement en Argentine à quels sont les accès des jeunes pour la santé mentale et tout ce qui va surgir des discussions. Et c'est très important de parler de cela. La pandémie a créé de nouveaux paradigmes pour la santé mentale et le gouvernement a fait appel justement à un accès général pour une période de 4 ans comme étant une période marquante pour voir comment les jeunes se sentent. Et nous avons commencé à penser à des stratégies communes. La semaine dernière, nous avons eu une coupole, une réunion majeure, la première fois en dehors de l'Europe, qui a été extrêmement importante et qui a permis à d'autres pays de participer à la discussion. Il y a eu d'excellents résultats et a donné une vision très plus approfondie pour nous de ce que les orateurs antérieurs ont dit. Je suis d'accord sur une chose, surtout que nous avons vu à partir de la société de la pandémie et ce qui a changé par rapport à la situation de nos pays, c'est que la pandémie a eu un résultat direct sur la santé mentale et nous avons eu des problèmes économiques, bien sûr, dans nos pays et des conflits dans plusieurs secteurs, disons, dans l'état des pays, le census qui a affecté les agendas. Qu'est-ce qui a changé dans nos pays? La capacité de prévoir le futur. Où allons-nous pour les jeunes avec leur vie? Qu'est-ce qui a changé? Et tout cela a affecté les paradigmes économiques et la programmation pour la vie. Nous pensons maintenant que la pandémie a affecté la santé des personnes et la santé mentale d'une façon holistique. Et si nous ne travaillons pas sur cela, comment pourrons-nous résoudre le problème de la santé mentale et comment pouvons-nous insérer les jeunes dans cette société d'une manière qui ait un sens? Parce qu'il y a beaucoup de complications dans le marché du travail et pour les jeunes surtout, et parce que nous sommes un pays qui essaie d'appuyer la société, les jeunes. Il nous faut résoudre cela. Ce que nous voulons, c'est que ceux qui ont la possibilité économique
d'avoir un appui psychologique, ils pourront s'assurer d'avoir un traitement et parvenir à la santé mentale. Mais beaucoup d'autres n'ont pas cela, n'ont pas cet accompagnement. Et c'est là que l'État doit assurer que nous tous avons accès à la santé mentale assurée par le gouvernement. Et ce doit être fait d'une façon intégrée et dans le gouvernement de l'Argentine, nous pensons à des séries de campagnes pour le ministère de la Santé. Ils ont lancé un plan intégré pour la santé mentale. Bien sûr qu'il y a des tas de problèmes pour avoir accès à cela. Les psychologues, la médication, les psychiatres. Et nous avons donc lancé une ligne gratuite, hotline professionnelle qui peuvent donner une référence aux personnes qui appellent et ils vont être envoyés au centre de santé mentale le plus proche de leur domicile. Et pour moi, c'était un des points où nous étions en train d'avoir un échec étourdissant. Maintenant, nous avons également une loi pour établir la santé mentale dans l'Argentine. En Argentine, c'est un vrai luxe pour nous et cette loi est assez ancienne, mais elle n'était pas mise en application et ça ne s'appliquait pas aux personnes qui avaient des problèmes mentaux, mais surtout on les stigmatisait comme étant fous et surtout les hommes, si ils démontraient quelque maladie que ce soit, même physique, ils ne recevaient pas d'appui et la santé mentale n'était pas claire et n'est pas claire normalement, est difficile à identifier. Alors, si vous avez un breakdown, c'est très difficile à établir. Alors, avant que l'on établisse cette politique publique de traitement, nous avons dû incorporer ce programme et c'est plus difficile, par exemple, pour les personnes plus âgées de comprendre les problèmes mentaux et les gens des générations plus jeunes ont plus de facile à incorporer cela et nous avons essayé de donner justement plus de visibilité aux personnes qui étudient ce problème et augmenter la sensibilisation de la société à travers les médias sociaux. Et nous en avons parlé dans les agendas qui doivent inclure cela. Les États donc doivent avoir un rôle organisé pour penser et établir ces politiques publiques parce que ce sont eux qui pourront vraiment avoir accès aux programmes de santé mentale. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Julia. Et elle va nous parler de cela tantôt. Et elle a 19 ans, en fait, pas 20 ans. Bonjour, Milagros Aveiro. Je voudrais d'abord remonter les quelques paroles et quelques différences qui existent entre les pays et les gouvernements. Et je pense aux différences dans mon pays, le Paraguay. Il y a une énorme différence et un grand contraste entre les différents gouvernements. Nous avons maintenant un gouvernement, un État qui a mis la question de la santé mentale de côté. Et c'est important d'inclure cela. Et c'est comme si c'était quelque chose qui nous bandait les yeux et quelque chose qu'on ne veut pas voir. Si quelqu'un en parle, c'est dans des domaines très spécialisés et seulement dans des groupes séparés. Et comme Roulé l'a dit, cette coupole qui a eu lieu pour la première fois en Amérique latine a vraiment été un grand événement et un vrai succès pour nous. Et je participais à ce forum et je dois dire que c'était un espace de participation, d'intégration et d'intervention pour les jeunes pour traiter de la santé mentale et d'autres sujets liés
à la santé et au bien-être. Cet forum a eu lieu en Argentine pendant 2 semaines, dans la dernière semaine d'octobre, et nous avons travaillé dans le premier jour sur les facteurs de risque à différents niveaux. Et nous avons parlé, par exemple, du niveau individuel, familial, communautaire et gouvernemental, ainsi que des politiques publiques. Ensuite, nous sommes allés dans un espace public où les jeunes pouvaient participer et nous avons montré quelques-unes des actions concrètes dans leur pays, comment nous allions les traiter, comment ils pouvaient parvenir aux objectifs de leur pays. Et nous avons également parlé de la santé mentale et du bien-être dans les écoles d'Amérique latine et des Caraïbes, et comment nous, en Amérique latine et aux Caraïbes, pouvons vraiment comprendre et changer une réalité très lourde par rapport à la santé mentale et l'éducation très précaire. Ces 2 questions ont été discutées par rapport au bien-être, parce que le bien-être et la santé mentale sont rarement discutés dans les écoles, et je pense que ce n'est pas une chose auquel les professeurs soient préparés à discuter. Et à la fin du forum et du premier jour de ce forum, nous avons donné plus de visibilité aux émotions et aux sentiments, parce que nous ne pouvons pas ignorer et ne pas nous souvenir que nous devons donner de la visibilité aux autres, surtout aux jeunes, et nous devons penser à la santé mentale. Le second jour, nous avons parlé du changement climatique et de son impact sur la santé mentale. Dans mon expérience propre, ce n'est pas quelque chose qui soit intériorisé pour moi, et je ne sais pas comment nous pouvons changer cela encore, mais je vois que le changement climatique a un impact extrêmement important sur la santé mentale. Nous ne lions pas les 2 sujets ensemble souvent. Dans une autre présentation, nous avons présenté un jeu, un game qui a été co-créé avec le système de solidarité qui est ce game pour la santé mentale, a été lancé dans le jour de la santé mentale, et c'est basé justement sur les principales idées des communautés, et quelqu'un a organisé un plan pour atteindre ces communautés et comment nous voulions les affecter, avoir un impact sur ces communautés et pour les adolescents et les jeunes. C'est sur cela que nous avons travaillé dans notre coupole de santé mentale. Nous avions une vingtaine de jeunes de pays différents qui ont participé à ce forum. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Santiago, qui aura 10 minutes, qui va nous parler de ce forum de santé mentale et de la participation des jeunes. Bonjour à tous, à tous ceux qui sont ici en ligne. C'est un plaisir de participer de cet espace avec Marianne, Amélie, Julia. Nous nous verrons probablement plus tard dans ce panel, et sur ce chemin de la défense de la santé mentale. Je vis en Argentine et je travaille pour la santé mentale des enfants dans ma province, et ce qui s'est appelé Esperanza, l'espoir. Et cette première réunion en Argentine, pour la première fois en dehors de l'Europe, a été extrêmement importante parce qu'elle a été introduite par le ministère de la Santé, et
l'Argentine a été reconnue au niveau mondial et a reçu donc ce prix d'être le lieu pour la coupole pour la santé mentale. C'était la première fois en 2 ans que je travaillais directement avec le ministère. Ça a été un vrai plaisir de voir rouler pour la seconde fois. En Argentine, nous avons un conseil pour la santé mentale qui traite des jeunes et des adolescents et qui travaille essentiellement sur les adultes et les adolescents dans la société pour qu'ils puissent participer d'une façon équitable, de façon à comprendre les principaux problèmes du pays et en participer d'une façon intégrale. Et nous avons passé un diagnostic différent Et, pour les personnes. et aussi dans les forums pour indiquer quels sont les soucis principaux à appliquer dans la question de la santé mentale en Argentine. Donc, nous avons aussi contact avec le ministère et là, nous avons eu des manifestations très importantes pendant l'application de la loi sur la santé. Et la question la plus importante dans ce cas, c'est nous n'avions pas de budget pour traiter la question de la santé mentale. Et donc, finalement, il y a un mois où nous avons déjà approuvé un budget spécifique pour la santé mentale. Et là, nous avons eu le 2 et 3 octobre une réunion avec d'autres jeunes d'Amérique latine. Et là, le sommet ouvre ses portes pour que les jeunes en général puissent en faire partie et se faire entendre. Juste le fait d'avoir quelqu'un au niveau du gouvernement, comme l'a dit Julia, avoir donc quelqu'un de si jeune qui va représenter les jeunes en général et moi, et dans la question de la prise de décision aussi, il est très important d'avoir quelqu'un qui nous représente directement. Il y aura plusieurs situations qui seront touchées directement et nous devons être à même de contribuer avec nos points de vue. Et donc, avec Marcel, et ici maintenant, je suis très heureux de participer à cette réunion. Nous avons encore 6 minutes. Donc, si vous voulez répondre aux questions ou alors si vous voulez faire des commentaires maintenant. Nous avons donc les questions directes sur la question des interventions à niveau essentiel, la question des systèmes académiques et pour pouvoir trouver d'autres solutions. Et là, c'est une question absolument impeccable. Et cela se passe il y a quelques années déjà. Avec la participation des jeunes gens et qui est organisée 2 ou 3 fois par an pour comparer quelles sont les différentes expériences et voir aussi quels sont les espaces qu'ont les jeunes. Et cela a à voir aussi avec la participation des professeurs et d'autres. Et là, est-ce que
il y a des questions familiales qui sont directement liées à la question de la santé mentale et autres. Et donc, c'est un sondage, si vous voulez, qui réunit toutes ces questions et les réponses de façon à ce que pour faire en sorte d'augmenter l'intervention de la part des étudiants, mais aussi augmenter la participation des professeurs en général. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre la structure de la bonne santé mentale. Et, et donc, l'objectif principal est de faire comprendre aux étudiants et aux professeurs la question principale de la santé mentale. J'ai quelques questions, moi aussi, mais le temps est très court. Et David, si vous pouvez nous parler un peu sur la question de la réduction du stigma associé à la santé mentale. Vous avez mentionné dans la conversation générale, pour aller un peu plus profondément et aussi augmenter la prise de conscience sur la question de la santé mentale. Ce sont de très bonnes questions de votre part et de la part du public. Donc, peut-être il faut partir de comment est-ce qu'on peut comprendre le stigma. Pourquoi est-ce que le stigma arrive? Je crois que la cause principale se trouve dans notre culture aux Caraïbes, c'est le fait que les gens ont une tendance à refuser des choses qui nous font nous sentir mal. Les petites actions peuvent avoir des résultats très concrets dans la réduction de les stigmas. Mais évidemment, il faut nous créer des stratégies qui vont au-delà de la culture où nous vivons et trouver la question de la santé mentale telle que étudiée par l'OMS. Et quand nous pensons à la réduction du stigma, nous pensons à des choses très complexes, mais nous pouvons faire et donner de petits pas en termes de l'école en général, de la communauté en général, dans nos maisons à nous. Et pour apprendre aussi comment avoir des conversations avec les autres personnes. Et cela fait partie de cela. Une partie de cette vulnérabilité peut disparaître du moment qu'on prend ces petites actions. Je crois que l'intégration est principale. Je crois qu'il faut faire plus en termes de comprendre les jeunes. Nous avons une échelle de 5 images différentes concernant la douleur en général. Et on demande aux jeunes d'indiquer quelle est l'image qui s'approche le plus de leur situation. Et donc, et à partir de là, on les apprend à dire, bon voilà, je me sens dans l'état jaune, par exemple. Et après, nous pouvons indiquer au professeur ce qu'il faut faire, non seulement en termes du point de vue académique, mais plutôt des sentiments, des émotions pour aider à diminuer le stigma. C'est tout à fait parfait, David. Nous avons 30 secondes maintenant et je veux donc vous remercier tous. Et cela, donc, nous a beaucoup aidé.
Merci, au revoir.